Nous évoquions le Nigeria. Dans la première partie, l'ancien vice-président Atiku Abubakar affrontera le chef de l'État, Muhammadu Buhari, lors de la présidentielle de février 2019. Et dimanche, vous évoquiez donc l'éviction d'Atiku Abubakar sous Olusegun Obasanjo. Sous Olusegun Obasanjo, où il devait en principe être présenté, mais son parti avait choisi Umaru Yar'Adua. Oui. Et après... il a été évincé de la vice-présidence, soit disant que le poste était vacant. Il a fallu qu'il saisisse la justice pour dire qu'il ne revient pas au président de la République de décider d'évincer son vice-président ou quoi que ce soit, de constater la vacance de ce pouvoir. Il y a d'autres institutions pour le faire. Donc, il est revenu, mais un peu affaibli parce qu'on lui a donné des coups pour l'affaiblir ainsi. Et il s'est fait présenter par Action Congress, un autre parti qu'il avait contribué à créer avant de revenir par la force des choses actuellement au devant des choses. Je pense que c'est une solution quand même, s'il faut s'en tenir un peu à l'expérience, c'est une solution si telle est que des rumeurs qui avaient circulé aussi, on ne savait pas si c'est fondé ou pas, le propulsant comme un Togolais, donc un étranger qui voulait venir s'accaparer de la politique nigériane. Donc, par son nom, peut-être oui, par son nom ou bien oui. Justement, Dimas évoquait le passé militaire de Buhari qui était quand même au niveau de beaucoup de Nigériens un gage pour gagner le combat contre Boko Haram. Rien n'y fit. C'est un homme d'affaires qui peut relever ce défi. Bon, d'abord je dirais que la propulsion que connaît aujourd'hui Atiku Abubakar, vous savez, c'est un monsieur qui a déjà quand même qui convoite le fauteuil présidentiel. Ça fait déjà 4 tentatives, d'accord, qu'il a essayé de faire. Et je crois que aujourd'hui, même l'arrivée même de monsieur Buhari au pouvoir en 2015, Atiku en a vraiment contribué, parce que bon, voilà, il était quand même vraiment des grands alliés. Maintenant, aujourd'hui, l'allié maintenant qui se positionne contre Buhari, je crois que c'est quand même la peur dans le camp présidentiel. Vous savez, tel que tu l'as dit, M. Buhari est arrivé au pouvoir parce que bon, voilà, les Nigérians voudraient quand même avoir un président pour pouvoir régler un certain nombre de problèmes. On parle du Boko Haram, la guerre entre les chrétiens et les musulmans, le chômage endémique des jeunes, mais toutefois, on a vu durant quand même tout le mandat de M. Buhari que bon voilà, ces problèmes de santé et autres ont fait que peut-être, on fait que véritablement les grands chantiers sur lesquels il était attendu, ces grands chantiers n'ont pas été réglés, même au plan aussi bien au plan sécuritaire qu'au plan économique. Il n'y a pas eu vraiment de véritables mesures pour pouvoir redresser l'économie. Parce qu'il ne faut pas oublier, Buhari est arrivé au moment où le cours du pétrole a vraiment chuté. Exactement, pour pouvoir redresser l'économie. Maintenant, aujourd'hui, on voit un homme d'affaires, vous savez, Atiku Abubakar pèse quand même plus d'$1 milliard, et que bon voilà, je crois que le Nigeria veut quand même voir en ce nouveau candidat qui va quand même challenger, faire face au président sortant, peut-être l'espoir, parce que dans son discours, juste après qu'il a été quand même choisi, élu au mois des primaires au sein de son parti, il dit il fera quand même, il fera tout ce qui est de son possible pour pouvoir créer de l'emploi pour les jeunes, faire face à un certain nombre de situations. C'est un discours politique, c'est ce qu'ils disent tous. Bon, mais peut-être on peut supposer que on voit aujourd'hui par exemple la tendance
des chefs d'État qui arrivent aujourd'hui au pouvoir, ce sont quand même des gens... Pratiquement des hommes d'affaires. Des hommes d'affaires. On a vu au Bénin à côté avec Patrice Talon, aux États-Unis, Donald Trump. Donc, on estime que si, en tant qu'homme d'affaires, ils arrivent à faire prospérer leur business et s'enrichir, maintenant, si un homme d'affaires vous dit je suis capable de créer 10 000, 20 000, 50 000 ou bien 100 000 emplois, je ne pense pas que vous, Samir, vous allez quand même douter de lui. Pourquoi pas? Moi, je pense d'ailleurs que c'est plutôt un boulet pour lui, un handicap. Hein. Ce n'est pas acquis d'avance. Vous savez, là où les hommes d'affaires ont réussi à percer un tout petit peu en Afrique, quand nous prenons un peu le Bénin, la Gambie... Oui, mais c'est par après, c'est des gens qui donnent des coups aux autres hommes d'affaires. Et donc, est-ce que ici au Nigeria, qui connaît des milliardaires, des multimilliardaires hommes d'affaires, hein, si nous prenons Aliko Dangote, Naïk Adenougan, le pasteur, les pasteurs, la pléthore de pasteurs qui ont beaucoup d'argent, Papa Davido et beaucoup d'autres chefs traditionnels d'ailleurs. Il y a beaucoup. Est-ce qu'il n'y aura pas une ligue contre lui? Parce qu'en affaires, on donne des coups. Hein? Et quand les autres hommes d'affaires vont le redouter, parce qu'entre-temps, ils ont reçu des coups venant de lui, est-ce que ce ne serait pas quelque chose de difficile pour lui? En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Mais moi, je dis que ce n'est pas acquis d'avance. Alors là, on a quand même au Nigeria un bipartisme, c'est-à-dire on a un PDP et puis un APC. Mais ce qui est drôle, c'est que les gens peuvent faire changer de camp quand ils veulent. Oui, Atiku l'a fait plusieurs fois. Il est sorti de son parti, il est revenu après. C'est le choix politique qui est là, c'est comme si ce n'est pas une idéologie. Bah, c'est pas une idéologie en tant que telle, mais c'est une stratégie. Voilà, c'est ce qui plaît aux Nigériens. C'est ce qui plaît aux Nigériens et ils aiment bien ça. Et donc, c'est facile pour un président de quitter son parti, d'aller de l'autre côté et puis de revenir pour défendre les couleurs de son ancien parti. Et donc, ce qui est important aux Nigériens aujourd'hui, c'est d'avoir quelqu'un qui puisse donner des réponses à leurs questions. Il y a la question du terrorisme. Et aujourd'hui, c'est surtout la principale question. Le Nigeria a pris beaucoup de retard dans son économie parce que Boko Haram a siphonné proprement l'économie. Il y a le pétrole. On vous dit que le Nigeria, c'est le plus grand producteur de pétrole en Afrique. Et vous voyez un peu combien coûte le pétrole dans ce pays. Parfois, on vous parle de pénurie de pétrole à Lagos. Ah, ils le font sciemment. Hein. C'est les richissimes, là, surtout les généraux là, qui font ça sciemment. Les Nigériens, ils ont besoin d'avoir quelqu'un. C'est vrai que Buhari avait incarné cet espoir au départ, vu le discours qu'il avait tenu. Mais l'homme a passé plus de temps à se faire soigner à l'extérieur en plus. Alors qu'on vous dit que le Nigeria, c'est la plus grande puissance économique de l'Afrique de l'Ouest, en tout cas. Et je pense deuxième ou troisième. Deuxième en Afrique. Voilà. Voilà. Et donc, que votre président choisisse d'aller se faire soigner en Angleterre, ça veut dire que le président n'a pas confiance aux structures sanitaires qu'il a lui-même. Il y a aussi les hommes. Pas uniquement la structure en tant que moyen technique pour se faire soigner, mais aussi des hommes. Il est facile de se faire trucider par un de ses proches que quelqu'un qui ne te connaît pas. Aujourd'hui, ces Nigérians s'interrogent sur le choix qu'ils avaient porté sur Buhari et le choix qu'ils porteront sur le nouveau président. Et donc, si Atiku joue bien le jeu, il pourra s'en sortir. Est-ce que ça veut dire définitivement, Dimas, que ça se joue entre Atiku et Buhari, parce qu'il y a d'autres candidats aussi? Non, je pense que c'est les deux figures de proue. Et je pense que ça se joue entre les deux. Ça va se jouer fondamentalement entre les deux. Et c'est là où on verra ce que ça peut donner. On verra la force des deux camps. Hein. L'argent peut-être contre la stratégie militaire. Est-ce que Buhari a encore tout le soutien de l'armée?
Oui, c'est possible aussi qu'il ait, comme il ne l'est pas. Vous savez, ce pays, c'est un pays qui aime tellement l'argent. Pourvu que l'autre arrive à déployer beaucoup d'argent aussi, ça va l'aider beaucoup. Vous savez, au Nigeria, on peut créer facilement une pénurie de carburant pour pouvoir avoir de l'argent. Des fois, c'est au niveau de l'électricité qui joue vraiment un mauvais jeu. Les généraux, là, s'arrangent à... Parce qu'ils commercialisent des groupes électrogènes. Oui, parce qu'ils commercialisent des groupes électrogènes, de faire couper le courant et de dire qu'il n'y a pas le courant pour pouvoir bien vendre un groupe électrogène. Et donc, c'est un pays quand même, si toi-même on peut te prendre comme argent. C'est un pays qui aime beaucoup l'argent. Hein? Et donc, est-ce que l'argent aussi ne va pas beaucoup peser? On verra. Je pense aussi que ça va être quand même joué entre les deux hommes. Et surtout que l'acquis que le Atiku a, vous voyez, en 2014, à la veille des élections de 2015, vous voyez, avec sa mésentente avec Olusegun Obasanjo, il a rejoint l'autre camp, il a fait tomber Goodluck Jonathan. Aujourd'hui, il revient dans son ancien parti, il revient maintenant, il se positionne contre son allié. Mais vraiment, si on observe véritablement le paysage politique de ce pays, c'est que, bon voilà, dans le camp du pouvoir, ça craint véritablement, surtout que c'est aussi un monsieur qui est très écouté, aussi avec ses soutiens aussi dans beaucoup de milieux. On espère vivement voir... quelle sera la suite à donner à cette Beaucoup de Nigérians le prennent pour quelqu'un de crédible, étant donné que les bruits qu'il a, les bruits politiques, c'est toujours dans le sens de la morale. Par exemple, ce bruit avec Obasanjo, c'est au moment où il y avait ce projet de modifier la constitution pour permettre au chef de l'État de briguer un troisième mandat. C'est ce qu'il a dénoncé et c'est ce qu'il a fait quitter ce parti. Donc, je pense qu'au niveau d'intégrité, il est un peu irréprochable aux yeux des Nigérians. Maintenant, ça se joue ailleurs. Alors, peut-être cette dernière information à apporter sur lui. Atiku Abubakar est issu d'un milieu modeste. Il est polygame et il a 20 enfants. Et puis, c'est ça qui fait la force. Très peu, hein. C'est ça qui fait la force. C'est très peu, hein. Des riches. Pour un milliardaire, hein. Il a 21 enfants. On va changer de sujet. Un milliardaire qui a 21 enfants, il n'a rien fait. Au Nigeria, en plus, on va changer de sujet. On va évoquer maintenant la République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité a achevé sa visite à Kinshasa dimanche 7 octobre. Pendant 2 jours, les 15 ambassadeurs ont rencontré Joseph Kabila, les candidats à la présidentielle, mais aussi le président de la CENI. L'objectif, accompagner le processus électoral pour la tenue d'élections crédibles et apaisées le 23 décembre prochain. Tous les sujets ont été abordés, même les sujets qui fâchent. Et cela a été abordé sur un ton tout aussi amical que diplomatique. Exemple de sujet, la machine à voter qui divise l'opinion congolaise. Et face à ce différend majeur sur son maintien ou son abandon, l'ambassadeur de France auprès de l'ONU, François Delattre, s'est limité à appeler à la concertation. David Jagbavi, est-ce qu'il faut simplement discuter de ce sujet pour aplanir ce différend ou au niveau du pouvoir, il urge qu'on donne des gages à l'opposition de la crédibilité de ces machines-là? Est-ce que le gouvernement congolais a une obligation de donner des gages? Je pense que c'est plutôt à l'opposition d'aller chercher ces gages. Et en cela, elle doit véritablement s'investir dans le processus électoral. Il ne faut pas laisser le gouvernement seul s'occuper de tout ce processus, parce qu'au final, vous risquez de vous retrouver dans une situation qui pèsera beaucoup plus en votre défaveur. Et donc, l'arrivée des ambassadeurs, déjà, moi je suis surpris que Kabila a accepté qu'ils viennent. Il sait qu'il a tout mis en place déjà. Et puis, on se rappelle de comment il a refoulé le secrétaire général de l'ONU dans le temps. Et s'il a accepté qu'ils viennent, c'est peut-être parce qu'il a reçu, des pressions. Non, il a reçu peut-être des instructions. Et aussi de l'autre côté, on peut lire cette disponibilité de Kabila par pas une stratégie politique. Vous voulez venir, venez, on va discuter de tous les points. C'est ce qui a été fait. Pour lui, c'est une façon
question de rassurer l'opinion internationale sur le bon déroulement du processus électoral. Parce que, comme ils l'ont dit, toutes les questions ont été abordées, des questions qui fâchent et comme celles qui ne fâchent pas. Il a rassuré, il s'est exprimé et les ambassadeurs sont repartis, peut-être satisfaits ou pas. Mais la décision revient au peuple congolais. C'est aux Congolais de savoir donner leur suffrage à un candidat qui peut véritablement être... qui peut refléter de l'espoir. Parce que ce pays a traversé tellement de crises, il y a eu tellement de problèmes, qu'aujourd'hui, il n'y a plus de raison pour que cette crise perdure. Kabila a réussi à écarter ses principaux opposants parce qu'il ne veut pas les voir. Il a trouvé des astuces pour les écarter. C'est au peuple congolais de dire à Kabila qu'il ne veut plus de lui et la seule manière, c'est les urnes. Et donc, l'opposition congolaise a le droit de regard sur l'organisation de tout le processus électoral. Il ne suffit pas de mobiliser la foule à des meetings, il ne suffit pas de dire qu'on est unis. Il faut véritablement s'investir. Au pire des cas, l'opposition congolaise risque de se retrouver sur l'autre côté du bord. Johannes, machine à voter, machine à frauder. Ouais. Bon, c'est une situation qui se rapproche d'une autre situation dont je tais pour le moment le nom. Mais si... Comment ça? Quelle situation? Pourquoi tu parles en parabole? Ça fait pas sourire le comportement, bien l'attitude de nos oppositions en Afrique. C'est-à-dire qu'on a l'impression que... Tu veux comparer l'opposition congolaise à l'opposition togolaise? Voilà. Donc, d'accord. Bon, vas-y, maintenant tu suis. Oui, suivez-moi. Donc, c'est-à-dire que ce sont les mêmes situations, on a l'impression qu'il y a du copier-coller. Bon, si on revient à ce que le groupe des ambassadeurs, ils ont souhaité de faire un dialogue sur la machine électorale. C'est-à-dire que le processus est lancé, on doit faire un certain nombre de choses maintenant. Il faut maintenant s'asseoir et encore un dialogue spécial pour s'assurer que la machine qui sert à faire le recensement et autres n'est pas une machine à fraude. Je pense aussi véritablement qu'on met en place des choses uniquement pour faire perdre le temps. C'est vrai, les contestations que l'opposition peut émettre et autres est parfois légitime, mais toutefois, je pense qu'on en fait parfois de trop. Et est-ce que ce n'est pas aussi souvent les pouvoirs qui ne rassurent pas en faisant des choses unilatéralement et après demander aux autres d'adhérer? Non, qu'est-ce que vous mettez dans unilatéral? Lorsqu'on on fait appel aux gens de venir assister, de venir participer, de venir siéger, ils ne viennent pas. Alors que le temps, il y a une constitution qui est là, où il y a un délai, où déjà, même quand on fait une élection cette année, on sait que dans 5 ans, on doit refaire une élection. Le calendrier électoral est déjà établi et que tout acteur politique est informé de ça. Maintenant, pourquoi dire que le pouvoir fait les choses de manière unilatérale? Donc moi, je pense que fondamentalement, il faut une certaine rééducation à nos oppositions africaines pour qu'elles puissent véritablement contribuer à faire avancer les choses. Sinon, ce qui se passe dans ce pays, Kabila a dit, les revendications telles que cela avaient été émises au départ, on dit, ok, d'accord, on veut plus de Kabila, il faut qu'ils disent véritablement... Il a été forcé de partir. Bon, voilà, de dire que, bon, voilà, qu'il n'ira plus. Le monsieur a dit, ok, d'accord, bon, voilà, je me retire. Maintenant, malgré cela, le problème n'est pas encore réglé. Comme ici, on dit, on veut intégrer la CENI, on veut une recomposition, on lance la recomposition et la machine. Dimas, est-ce que la question de la machine à voter, c'est l'épineuse question en RDC? Oui, tout se situe là-bas. Tout se joue à ce niveau. Et puis, je pense sincèrement qu'il ne suffit pas de mobiliser des milliers de Congolais dans les rues pour dire qu'on peut changer quoi que ce soit. Il faut vraiment intégrer le processus. Il faut essayer de peser sur le processus à l'interne. Tant que l'opposition congolaise ne trouvera pas les moyens nécessaires pour que ça soit ainsi, je ne pense pas qu'ils peuvent venir à bout
des techniques de victoire de Kabila. Et donc, je pense sincèrement que c'est tout ce qu'il dénonce au niveau de l'organisation de ce scrutin. C'est tout ça qu'il devait chercher à réparer. Et tant qu'ils n'essaieront pas de réparer cela, écoutez, la machine va rester, tout ce qui est bien prévu, ça va arriver. Mais s'ils essaient de pénétrer réellement le système de l'organisation de ce scrutin et essayer de pouvoir changer les choses à l'interne, une simple présence même dissuade pour un certain nombre de comportements. Et donc, mais tant qu'ils laisseront le terrain toujours vide à Kabila, la nature aura du vide. Et donc, venir réunir des milliers de Congolais, crier Kabila veut faire la fraude, veut faire ceci, ça ne suffit pas. Il y a aussi quelque chose qui est assez surprenant, David, dans la visite de la délégation, c'est qu'elle veut aussi obliger la RDC à accepter le financement extérieur. Qu'est-ce que ça cache? Kabila dit qu'il a les moyens financiers pour organiser les élections. Et ça, on n'en doute pas, le Congo est richissime. Qui sont riches dans ce pays? Oui, mais c'est ceux qui organisent les élections qui sont riches. C'est les gens qui sont proches du pouvoir. Ah oui, ils disent qu'ils sont capables de le faire. Le peuple n'est pas riche. Et donc, si Kabila maintient sa décision d'autofinancer les élections, c'est bien. C'est une fierté. Pour la souveraineté des pays. Oui, c'est la preuve que le pays fonctionne bien. Mais malheureusement, la RD Congo ne va pas bien du tout. Elle ne va pas bien depuis très longtemps. Et dire que j'ai les moyens financiers pour organiser les élections, si on le laisse financer les élections, il fera ce qu'il veut de ces élections, puisque c'est son argent. Donc, c'est l'argent du Congo. La communauté... Non, c'est lui qui dit qu'il est riche. Donc la communauté internationale, l'ONU, veut apporter son soutien financier, son expertise. Je pense quand même que c'est ce qui fait peur au camp de Kabila. Et après aussi chercher à contrôler. Oui, qui donne c'est l'argent. ça. Donc, qui donne l'argent contrôle. Qui commande. Donc c'est ça qui fait peur au camp de Kabila. Parce que quand l'ONU... Non, ça ne fait pas peur au camp de Kabila. Dans l'organisation Kabila a dit déjà niet. En RDC, ça veut dire que vous allez ouvrir les portes pour que l'ONU vienne superviser aussi. L'ONU ne donnera pas de l'argent et après se mettre à l'écart pour vous laisser faire. Donc si l'ONU vient regarder ce qui se passe en RD Congo, ça ne fait pas les affaires de Kabila. Regardez si vous aimez l'exemple du Togo. Le Togo organise des élections sur son propre. Pas de problème. Pourquoi le Congo pourrait faire la même chose? Vous savez, même récemment, il y avait eu même des ministères de là qui sont venus un peu voir comment nous faisons au Togo. Mais je pense que quand même, on doit être jaloux de notre souveraineté. Mais comment? Pour une élection... Cette souveraineté, il faut aussi dire que c'est dans les élections seulement qu'on l'exprime. Il faut quand même l'exprimer quelque part. Il faut quand même l'exprimer quelque part. Du moins commencer, pas l'exprimer quelque part. Du moins commencer. Comment, pour des simples élections, on doit encore attendre les ressources venant de l'extérieur? Ils nous aident déjà pour les aides au développement. Et ils appuient notre éducation en nous obligeant à insérer certains modules dans notre éducation nationale. C'est-à-dire que la main qui donne, c'est cette main qui commande. Kabila est véritablement en est conscient que s'il reçoit encore ces aides-là de l'ONU, de la MONUSCO et de tout ce monde-là, c'est qu'ils auront leur droit de regard et aussi leur faire imposer un certain nombre de choses. Est-ce que vous avez la même lecture? Oh, bien sûr. Et moi, je suis très fier de Kabila en ce sens, parce que si le Congo est un pays actuellement qui est assis sur des mines d'or et en train de pleurer, c'est l'Occident. C'est l'Occident qui a mis ce pays dans cette condition et il ne faut pas brader sa souveraineté jusqu'à ce point. Et donc, s'il faut organiser ces élections sur fonds propres, je pense que c'est une fierté nationale et aux Congolais maintenant de décider. En tout cas, n'oubliez pas que qu'ils soient de l'opposition ou qu'ils soient du pouvoir, ils sont tous des Congolais. Et qu'on conteste Kabila ou pas, Kabila est Congolais. Et il est jaloux de la souveraineté nationale. L'Union africaine a déjà financé combien d'élections en Europe ou aux États-Unis? Est-ce que vous avez... Ils ont de l'argent. Mais est-ce que Kabila a demandé? Est-ce que le Congo est demandeur? Non,
Voyons la situation. Quelle situation? Insiste. Non, Johannes. On vous a dit, on n'a pas besoin de vous. Ouais, mais les gens disent, est-ce qu'on aide forcé, de façon forcée? Non, ce n'est pas forcé. L'aide, c'est forcé. Mais pourquoi l'ONU demande? Oui. L'ONU veut avoir un droit de regard. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Vous savez très bien comment ça s'est passé là-bas. Si la RDC est arrivée à ce niveau aujourd'hui, c'est à cause de l'ONU. Kabila. Non, c'est à cause de la communauté internationale. C'est à cause de l'Occident. C'est à cause de l'ONU. Kabila a refusé de partir. Vous pensez que les